Le millionnaire a abandonné sa fiancée enceinte. 5 ans plus tard, il la retrouve lors d'une fête de luxe, accompagnée d'une petite fille. Le soleil de mai traversait les vitres des ateliers d'architecture Bellecour, projetant des losanges dorés sur les plans étalés devant Camille Morel. À 23 ans, elle incarnait ce mélange rare de discipline rigoureuse et de créativité débridée qui faisait d'elle l'une des jeunes architectes les plus prometteuses de sa promotion à l'école spéciale d'architecture. Ses cheveux châtains attachés en chignon désordonné, ses lunettes rondes glissant sur son nez, elle murmurait des calculs tout en croquant une esquisse de façade végétalisée. « Morel, tu rêves ou tu travailles ?» La voix de Thomas, son collègue, la fit sursauter. Elle leva les yeux vers lui avec un sourire en coin. « Je réfléchis, c'est différent. Tu réfléchis depuis 3 heures sans bouger. Allez, viens, on va boire un café à la Perle. J'ai besoin d'air. Et toi aussi. » Camille hésita, jeta un œil à son écran où s'affichait la maquette 3D d'un projet de logement socio-écologique, puis capitula. Thomas avait raison. Elle avait besoin de respirer. Paris, en cette fin de printemps, offrait ce parfum unique de tilleuls et de pavés chauffés qui rendait la ville irrésistible. Ils descendirent la rue des Archives, zigzagant entre les touristes et les Parisiens pressés. La terrasse de la Perle était bondée, comme toujours. Ils se frayèrent un passage jusqu'au comptoir en zinc où un serveur blasé leur servit 2 expressos brûlants. « Tu sais ce qui me manque ?» lança Thomas en allumant une cigarette. « La passion. Tout le monde ici construit des tours hideuses pour des promoteurs cupides. Où est passée l'architecture qui change des vies ?» Camille sourit doucement. « Elle existe encore. Il suffit de la chercher. Moi, je ne construirai jamais pour ceux qui veulent juste empiler du béton et compter leurs euros. Belle ambition, mais tu mangeras quoi en attendant ? » « Des rêves, répondit-elle avec ironie. C'est à cet instant précis qu'Alexandre Dumas entra dans le café. Il ne ressemblait pas aux habitués du Marais. Costume 3 pièces gris anthracite parfaitement ajusté, chemise blanche ouverte sur un col sans cravate, cheveux bruns coiffés avec cette nonchalance étudiée des hommes qui savent qu'ils plaisent. Il avait 29 ans, mais son regard portait cette assurance froide de ceux qui dirigent depuis l'adolescence. Héritier du groupe Dumas Immobilier, il était l'un des visages les plus connus du secteur en France. Camille ne le remarqua pas immédiatement. Ce fut Thomas qui siffla entre ses dents. « Putain, c'est Dumas, Alexandre Dumas. »« Comme l'écrivain ?» demanda Camille distraitement. « Non, comme le milliardaire. Enfin, presque. Son père possède la moitié de la Défense. Lui, il gère les projets de prestige. Tours de luxe, hôtels, résidences privées. Le genre de type qui ne construira jamais tes logements sociaux. » Camille leva les yeux. Alexandre commandait un café au comptoir, à quelques mètres d'eux. Il avait ce profil ciselé des statues antiques, une mâchoire carrée et des yeux noirs qui semblaient tout analyser en un regard. Mais c'était surtout son aura qui frappait, une présence magnétique, presque intimidante. Puis leurs regards se croisèrent. Camille détourna les yeux aussitôt, gênée. Mais Alexandre, lui, soutint le regard une seconde de trop. Quelque chose passa entre eux, quelque chose d'indéfinissable. Il s'approcha. « Excusez-moi, » dit-il avec une politesse étudiée. « Vous êtes architecte, n'est-ce pas ?» Camille cligna des yeux, surprise. « Oui, comment vous… » « Les plans sur votre tablette. Je les ai vus dépasser de votre sac. » Elle rougit légèrement, réalisant qu'elle avait effectivement oublié de ranger ses documents. « Je m'appelle Alexandre Dumas, » continua-t-il en tendant la main. « Et vous ?»« Camille Morel. » Sa poignée de main était ferme, assurée. Thomas observait la scène avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. « Vous travaillez dans quel domaine, Camille Morel ? » « Projets durables, logements sociaux, bâtiments à énergie positive. Tout ce que vous ne construisez probablement jamais, ajouta-t-elle avec un sourire provocateur. Alexandre haussa un sourcil visiblement amusé. « Vous avez raison, mais peut-être devriez-vous me convaincre du contraire. Acceptez-vous de dîner avec moi ?» Le culot de la proposition laissa Camille sans voix. Thomas faillit s'étouffer avec son café. « Je ne vous connais même pas, bégaya-t-elle. « Justement, c'est l'occasion idéale. » Il y avait dans son ton quelque chose de direct, presque arrogant, mais aussi une sincérité désarmante. Camille sentit son cœur battre plus vite. « D'accord, » lâcha-t-elle sans réfléchir. « Un dîner. » Alexandre sourit, et ce sourire transforma son visage. Il nota son numéro sur un petit carnet en cuir, le déchira
et le lui tendit. « Je vous appelle ce soir. » Puis il disparut, laissant derrière lui un sillage d'eau de Cologne boisée et une Camille complètement déstabilisée. Thomas la fixa, bouche bée. « Tu viens de te faire draguer par Alexandre Dumas. Tu réalises ?» Elle secoua la tête, incrédule. « Je crois que oui. » Le dîner eut lieu 2 jours plus tard, dans un restaurant discret du 7e arrondissement, rue Saint-Dominique. Le Marius, une adresse confidentielle aux nappes blanches et aux bougies vacillantes, où les conversations se murmuraient et où l'on servait une cuisine française raffinée. Camille arriva avec 10 minutes de retard, essoufflée, les joues rouges. Elle portait une robe marine simple, des ballerines et un imperméable beige jeté sur les épaules. Alexandre, déjà installé, se leva à son approche. « Je suis désolé, le métro... » « Ne vous excusez pas. Vous êtes là, c'est tout ce qui compte. » Il l'aida à retirer son manteau, commanda une bouteille de Chablis et engagea la conversation avec une aisance déconcertante. Mais ce qui surprit Camille, ce ne fut pas son charme, elle s'y attendait, mais son attention. Alexandre l'écoutait, vraiment. Il posait des questions sur ses projets, ses ambitions, ses frustrations face à une industrie dominée par le profit. « Vous savez ce qui me rend folle ?» dit-elle en coupant un morceau de bar grillé. « Les architectes qui oublient que les bâtiments sont faits pour des gens, des familles, des enfants qui grandissent, des vieux qui vieillissent. On construit des tours en verre où personne ne veut vivre juste parce qu'elles sont photogéniques. » Alexandre hocha la tête, pensif. « Vous n'avez pas tort. Mais l'immobilier, c'est aussi une réalité économique. Si un projet ne rapporte pas, il n'existe pas. » « C'est justement le problème, » répliqua Camille avec feu. « On a inversé les priorités. Le profit avant l'humain. Et si je vous disais que je suis d'accord avec vous ?» Elle le fixa, sceptique. « Vous dirigez un empire immobilier. Pardon, mais je doute que vous soyez là pour sauver le monde. » Alexandre sourit, mais cette fois, son sourire était empreint d'une tristesse inattendue. « Mon père a bâti cet empire, pas moi. Moi, je l'ai hérité. Et croyez-moi, il y a une énorme différence entre diriger quelque chose et l'avoir voulu. » Camille sentit le ton de la conversation changer. Il y avait une fêlure dans la voix d'Alexandre, une fragilité qu'elle n'avait pas anticipée. « Vous n'aimez pas ce que vous faites ? J'aime l'architecture, mais je déteste ce qu'elle est devenue. Mon père voit les bâtiments comme des investissements. Moi, je vois des œuvres. C'est pour ça que je vous ai invité, Camille. Vous me rappelez pourquoi j'aimais ce métier. » Un silence s'installa, confortable, complice. Ils parlèrent jusqu'à minuit, vidant la bouteille de vin, puis une deuxième. Ils évoquèrent Paris, leur quartier préféré, leurs souvenirs d'enfance. Alexandre raconta ses dimanches forcés à visiter des chantiers avec son père, Camille ses après-midi passés à dessiner des maisons imaginaires dans les marges de ses cahiers. Quand ils sortirent du restaurant, une pluie fine tombait sur la capitale. Les pavés luisaient sous les réverbères et l'air sentait la terre mouillée. « Je vous raccompagne », proposa Alexandre. Ils marchèrent côte à côte, sans se presser, longeant la Seine jusqu'au pont Alexandre III. Les lumières de la tour Eiffel clignotaient au loin. Camille frissonna et Alexandre retira sa veste pour la poser sur ses épaules. « Merci », murmura-t-elle. « Camille, » dit-il en s'arrêtant brusquement. « Est-ce que je peux vous revoir ?» Elle le regarda, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. « Vous ne me connaissez presque pas. »« Justement, je veux apprendre. » Et avant qu'elle puisse répondre, il l'embrassa, doucement, avec une tendresse qui contrastait avec son assurance habituelle. Camille ferma les yeux, le cœur battant, et répondit à son baiser. Ce fut le début de quelque chose d'intense, de brûlant, d'irrésistible. Les mois qui suivirent furent un tourbillon. Alexandre et Camille devinrent inséparables. Ils se voyaient chaque soir, dînaient dans des bistrots cachés, se promenaient dans les jardins du Luxembourg, passaient des nuits entières à discuter sur la terrasse de l'appartement d'Alexandre au-dessus des toits de Paris. Il l'emmenait à Deauville le week-end, louait des chambres d'hôtel avec vue sur la mer, lui offrait des éditions rares de livres d'architecture. Elle lui montrait des quartiers qu'il ne connaissait pas, des galeries underground, des cafés sans prétention où l'on servait le meilleur café de la ville. Leur monde se heurtait, parfois. Alexandre évoluait dans un univers de galas, de contrats à plusieurs millions, de dîners avec des ministres. Camille, elle, travaillait 12 heures par jour pour des projets modestes, gagnait difficilement sa vie et refusait toute aide financière. « Pourquoi refuses-tu que je te fasse entrer dans mon réseau ?»
demandait Alexandre. Tu es brillante, Camille. Tu mériterais de travailler sur des projets d'envergure. Parce que je veux réussir par moi-même, pas grâce à ton nom. Il n'insistait jamais. C'était l'une des choses qu'elle aimait chez lui. Il respectait ses choix. Mais il y avait des zones d'ombre. Alexandre parlait rarement de sa famille. Son père, Édouard Dumas, était une figure publique redoutée, un homme d'affaires impitoyable qui avait construit son empire sur des décisions brutales. Sa mère était décédée 10 ans plus tôt dans un accident de voiture. Alexandre portait ce deuil comme une cicatrice invisible. « Mon père ne comprendra jamais ce que nous avons », dit-il un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse de son appartement. « Pour lui, l'amour est une faiblesse. Et pour toi ?» demanda Camille en posant sa main sur la sienne. Il la regarda intensément. « Pour moi, c'est la seule chose qui compte. » À Noël, il l'emmena à Chamonix. Ils logèrent dans un chalet isolé face au Mont Blanc. La neige tombait en flocons épais, enveloppant le paysage d'un silence cotonneux. Il faisait du ski le jour, se réchauffait devant la cheminée le soir. C'est là, sous un ciel étoilé, qu'Alexandre la demanda en mariage. Il n'y eut pas de mise en scène grandiose. Juste eux deux assis sur le balcon, emmitouflés dans des couvertures, un chocolat chaud entre les mains. « Camille, » dit-il doucement, « je ne suis pas parfait. Je suis têtu, souvent distant, et j'ai grandi dans un monde qui ne connaît pas la tendresse. Mais avec toi, j'ai appris ce que c'était d'être heureux, vraiment heureux. Alors je te pose la question, veux-tu m'épouser ?» Il sortit une bague de sa poche, simple, élégante, un solitaire en or blanc. Camille sentit les larmes monter. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Alexandre. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, dans le froid glacial des Alpes, persuadés que rien ne pourrait les séparer. Ils avaient tort. 3 mois plus tard, Camille découvrit qu'elle était enceinte. Elle fit le test un matin de mars dans les toilettes de son bureau. La ligne rose apparut immédiatement, nette, indéniable. Son cœur s'emballa. Un mélange de panique, de joie et d'incrédulité l'envahit. Un bébé. Elle allait avoir un bébé avec Alexandre. Elle passa la journée dans un brouillard, incapable de se concentrer. Le soir, elle rentra chez elle. Elle avait gardé son petit studio du 11e, même si elle passait la plupart de ses nuits chez Alexandre. Elle prépara un dîner simple, alluma des bougies, répéta mentalement ce qu'elle allait dire. Alexandre arriva vers 20h, épuisé par une réunion interminable avec des investisseurs japonais. Il l'embrassa distraitement, se servit un whisky et s'affala sur le canapé. « Dure journée, soupira-t-il. « Alexandre, j'ai quelque chose à te dire. » Il leva les yeux vers elle, remarquant enfin son ton sérieux. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'assit à côté de lui, prit sa main. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre la fixa comme si elle venait de parler dans une langue étrangère. « Tu es enceinte ?»« Oui, de 8 semaines, je pense. » Il retira sa main, se leva brusquement, se passa la main dans les cheveux. « Merde, merde, Camille !» Le cœur de Camille se serra. « Alexandre, je sais que ce n'était pas prévu, mais... » « Pas prévu ? C'est une catastrophe. » Elle se figea. « Une catastrophe ?» Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. De la peur. Une peur froide, presque hostile. « Tu ne comprends pas, Camille. Je suis en pleine négociation pour le plus gros contrat de ma carrière. Mon père attend que je prouve que je peux diriger seul. Si ça se sait maintenant, si on apprend que ma fiancée est enceinte avant le mariage, la presse, les investisseurs, tout va exploser. » Camille sentit une colère sourde monter en elle. « C'est ça qui t'inquiète? L'image? Les investisseurs? Ce n'est pas seulement une question d'image, c'est ma vie, ma carrière, ma famille. Et moi ?» cria-t-elle en se levant. « Et ce bébé? On fait partie de quelle catégorie ?» Alexandre détourna le regard, incapable de soutenir ses yeux. « Camille, il faut qu'on soit raisonnable. On n'est pas prêt, ni toi ni moi. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il inspira profondément. « Je pense que tu devrais interrompre la grossesse. » Les mots tombèrent comme des pierres. Camille recula, comme giflée. « Tu me demandes d'avorter. Je te demande de réfléchir. On peut se marier dans 1 an, 2 ans, avoir des enfants quand le moment sera bon. Le moment ne sera jamais bon, Alexandre, et tu le sais. Camille, s'il te plaît. »« Non, non, » cria-t-elle les larmes aux yeux. « Je ne vais pas sacrifier cet enfant parce que tu as peur de décevoir ton père. Ce n'est pas ça, c'est exactement ça.
Tu es tellement terrifié par son jugement que tu es prêt à détruire notre famille avant même qu'elle existe. » Alexandre serra les poings. « Si tu gardes cet enfant, je ne pourrai pas être là. » Camille le fixa, incrédule. « Qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Je dis que si tu refuses de m'écouter, je ne pourrai pas t'accompagner. Pas maintenant. Pas comme ça. » Le silence retomba, lourd, définitif. Camille sentit quelque chose se briser en elle. L'homme qu'elle aimait, celui qui lui avait promis le monde, venait de lui montrer son vrai visage. « Sors » murmura-t-elle. « Camille, sors !» Il hésita, puis attrapa sa veste et quitta l'appartement sans se retourner. Camille s'effondra sur le sol, sanglotant dans le silence glacial de son studio vide. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. Alexandre ne l'appela pas, ne répondit pas à ses messages. Camille essaya de le joindre, 1 fois, 2 fois, 10 fois. En vain. Il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Elle apprit par un article dans le Figaro qu'il avait rompu leur fiançailles. L'annonce était sobre, clinique. Alexandre Dumas et Camille Morel ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur engagement. D'un commun accord. Le mensonge était insupportable. Camille arrêta de manger, de dormir. Elle voyait ses collègues la regarder avec pitié. Les rumeurs circulaient. La petite architecte ambitieuse qui avait cru pouvoir épouser un Dumas. Certains ricanaient, d'autres détournaient les yeux, gênés. Un matin, elle croisa Thomas dans la salle de pause. Il la prit dans ses bras sans dire un mot. « Je suis désolée, Camille. Moi aussi, » murmura-t-elle. Elle prit sa décision en avril. Elle ne pouvait pas rester à Paris. Chaque rue, chaque café, chaque pont lui rappelait Alexandre. Elle devait partir, recommencer. Lyon lui sembla être le bon choix. Loin de Paris, mais pas trop. Assez grande pour offrir des opportunités, assez discrète pour disparaître. Elle démissionna de son agence, fit ses cartons, et quitta la capitale sans regarder en arrière. Elle s'installa dans un 2 pièces du quartier Croix-Rousse, dans une vieille bâtisse aux murs ocre. L'appartement était petit, avec un parquet qui grinçait et des fenêtres qui donnèrent sur une cour intérieure. Mais il était à elle, et personne ne l'y jugeait. Les premières semaines furent difficiles. Elle vivait de ses économies, cherchait du travail en freelance, répondait à des appels d'offres pour de petits projets. Elle cacha sa grossesse aussi longtemps que possible, portant des vestes amples, évitant les rencontres en personne. Mais son ventre grossissait, et avec lui, la réalité devenait de plus en plus tangible. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle sentit un coup, un petit coup à peine perceptible. Elle posa la main sur son ventre et sentit le bébé bouger. Les larmes montèrent, mais cette fois ce n'était pas de la tristesse, c'était de l'amour, un amour pur, inconditionnel, absolu. « Je serai là », murmura-t-elle en caressant son ventre. « Je te le promets, je serai toujours là. » La douleur était insoutenable. Camille serrait les draps, le souffle court, les cheveux collés à son front par la sueur. La sage-femme, une femme aux mains douces et au regard bienveillant, lui tenait la main. « Allez, Camille, encore un effort, vous y êtes presque. Je ne peux pas, je ne peux plus. Si vous pouvez, regardez-moi, respirez avec moi. Inspirez, expirez. » Camille obéit, les larmes roulant sur ses joues. Elle était seule, complètement seule. Pas de main à serrer, pas de voix pour l'encourager, pas de regard amoureux pour partager ce moment. Juste elle, la douleur, et ce bébé qui voulait venir au monde. « Maintenant, poussez, poussez !» Camille hurla. Un cri primal, viscéral, qui monta du plus profond de son être. Et soudain, un autre cri se fit entendre. Un cri minuscule, aigu, magnifique. « C'est une fille !» annonça la sage-femme en levant le bébé. Une belle petite fille. On déposa le nouveau-né sur la poitrine de Camille. Elle était si petite, si fragile, avec ses poings fermés et ses yeux plissés. Camille la serra contre elle, tremblant de tout son corps. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle entre 2 sanglots. « Bonjour, Emma. » Emma. Elle avait choisi ce prénom des semaines plus tôt. Simple, intemporel, universel. Un prénom qui n'appartenait à personne d'autre qu'à cette petite personne qui venait de bouleverser sa vie. Les premières semaines furent un brouillard d'épuisement. Camille n'avait jamais imaginé à quel point un nourrisson pouvait être exigeant. Les nuits blanches, les pleurs inconsolables, les doutes permanents. Est-ce qu'elle tenait bien le biberon? Est-ce qu'Emma avait assez chaud? Pourquoi pleurait-elle autant? Elle n'avait personne à qui demander conseil.
Sa mère était décédée 3 ans plus tôt. Son père s'était remarié et vivait en Bretagne, distant et désintéressé. Elle n'avait pas de sœur, pas d'amis proches à Lyon. Juste elle et Emma, dans leur petit appartement de Croix-Rousse. Mais elle tint bon, parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce qu'Emma comptait sur elle. Et parce que malgré l'épuisement, malgré la solitude, malgré les larmes, elle aimait cette petite fille plus que tout au monde. Les mois passèrent. Emma grandit. Elle commença à sourire, à gazouiller, à reconnaître le visage de sa mère. Camille immortalisait chaque moment avec son téléphone. Le premier sourire, le premier rire, les premières tentatives de ramper. Elle reprit le travail quand Emma eut 6 mois. Elle ne pouvait plus se permettre de vivre sur ses économies. Elle trouva une nourrice, Madame Janine, une femme adorable du quartier qui accueillit Emma comme sa propre petite fille. Camille travaillait de chez elle, répondait à des appels d'offres, dessinait des plans tard dans la nuit quand Emma dormait. Les projets étaient modestes. Une rénovation de maison individuelle, l'aménagement d'un café bio, un petit immeuble écologique pour une coopérative d'habitat. Mais elle y mettait toute son âme. Chaque ligne tracée, chaque volume pensé, chaque matériau choisi portait sa marque. Elle refusait les compromis, exigeait la qualité, défendait ses choix avec une passion qui impressionnait ses clients. Un jour, en 2021, elle remporta un concours pour la rénovation d'une ancienne manufacture textile du 7e arrondissement. Le projet consistait à transformer le bâtiment en logements sociaux écologiques avec espaces communs, jardins partagés et toitures végétalisées. C'était exactement le type de projet dont elle avait toujours rêvé. Le chantier dura 2 ans. Camille s'y rendit chaque semaine, casque sur la tête, plan sous le bras, Emma parfois accrochée à sa main. La petite fille regardait les ouvriers avec fascination, posait 1000 questions, dessinait des maisons sur des bouts de papier. « Maman, quand je serai grande, je construirai des maisons comme toi. » Camille souriait, le cœur serré. « Tu pourras être tout ce que tu veux, ma chérie. » Le projet fit parler de lui. La presse locale s'y intéressa, puis nationale. Le Monde publia un article sur cette jeune architecte lyonnaise qui révolutionnait l'habitat social. Libération la surnomma « l'architecte du possible ». Camille Morel devenait quelqu'un. Pas grâce à un nom célèbre, pas grâce à des relations, mais grâce à son talent, son travail, sa détermination. Et elle le devait à Emma, parce que cette petite fille lui avait appris la force. Paris, mars 2024. Alexandre Dumas fixait le plafond de son bureau, au 32e étage de la tour Dumas à la Défense. Les lumières de Paris scintillaient au loin, noyées dans la brume du crépuscule. Son téléphone vibrait sans cesse, messages, appels, rappels de réunion, mais il ne répondait pas. Il pensait à elle. Encore, toujours. 5 ans. 5 ans qu'il avait quitté Camille. 5 ans qu'il vivait avec ce poids sur le cœur, cette culpabilité qui ne le lâchait jamais vraiment. Il avait essayé de l'oublier. Il avait fréquenté d'autres femmes, des héritières, des mannequins, des actrices, mais aucune ne lui avait fait ressentir ce qu'il avait ressenti avec Camille. Aucune ne le comprenait vraiment. Aucune ne le regardait comme elle l'avait regardé. Il avait tout fait pour ne pas penser à l'enfant. Mais les papiers officiels étaient arrivés 1 an après la rupture, une demande de reconnaissance de paternité. Son avocat l'avait pressé de signer. C'est mieux pour tout le monde. Ça évite les poursuites, les scandales. Alexandre avait signé, mais il n'avait jamais cherché à voir l'enfant. Il s'était convaincu que c'était mieux ainsi, que Camille serait plus heureuse sans lui, que l'enfant grandirait sans le fardeau d'un père incapable d'assumer ses responsabilités. Mais au fond de lui, il savait la vérité. Il était un lâche. Son père, Édouard Dumas, n'en avait jamais parlé. Pour lui, cette histoire était un détail embarrassant qu'il valait mieux enterrer. Quand Alexandre avait tenté d'aborder le sujet, une seule fois, son père avait balayé la question d'un geste de la main. « Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, concentre-toi sur l'entreprise. » Mais Alexandre ne pouvait pas se concentrer. Pas vraiment. Il travaillait comme un automate, signait des contrats, inaugurait des tours, prononçait des discours. Mais son cœur n'y était pas. Un soir, alors qu'il parcourait distraitement le monde dans son appartement vide de Saint-Germain-des-Prés, un article attira son attention. L'architecte lyonnaise Camille Morel primée pour son approche humaniste de l'habitat social. Son cœur s'arrêta. Il dévora l'article. On y parlait de ses projets, de sa vision, de son talent. On y mentionnait aussi, en passant,
qu'elle était mère célibataire d'une petite fille de 4 ans. Une petite fille. Alexandre ferma les yeux. Sa fille. Il avait une fille. Il chercha d'autres articles, des interviews, il trouva des photos. Camille avait changé. Elle semblait plus mature, plus forte, mais aussi plus sereine. Et à côté d'elle, parfois, on apercevait une petite silhouette brune. Il zooma sur une photo prise lors d'une inauguration. La petite fille tenait la main de Camille, souriante, avec des couettes et un manteau rouge. Même sur ce cliché flou, il vit la ressemblance. Elle avait ses yeux, son front, son sourire en coin. Il resta des heures devant son écran, incapable de détacher son regard de cet enfant qu'il ne connaissait pas. Camille ouvrit l'enveloppe avec curiosité. Le papier était épais, crème, avec un sceau doré. À l'intérieur, un carton d'invitation gravé. La Fondation Lumière a l'honneur de vous convier à son gala annuel de bienfaisance au Crillon, Paris. Soirée de remise des prix de l'architecture durable. Votre projet, les Ateliers Verts, a été sélectionné parmi les finalistes. Tenue de soirée exigée. 15 octobre 2024. Camille relut l'invitation 3 fois, incrédule. Son projet, finaliste. À Paris, dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la capitale. Emma, qui jouait avec ses poupées sur le tapis, leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Une invitation, ma chérie, pour une grande fête à Paris. On peut y aller ?» Camille hésita. Paris. Revenir à Paris signifiait risquer de croiser Alexandre. 5 ans après, elle avait cicatrisé, mais la blessure restait sensible. Elle avait reconstruit sa vie, loin de lui, loin de ses mensonges. Mais ce prix était important. C'était la reconnaissance de son travail, de ses sacrifices, de ses nuits blanches. Elle le méritait. « Oui, dit-elle finalement. On y va, toi et moi. » Emma battit des mains, ravie. « Je vais mettre ma robe de princesse. » Camille sourit. Emma n'avait jamais quitté Lyon. Pour elle, Paris était une ville magique, vue seulement en photos et en dessins animés. « Tu vas adorer, ma chérie. Je te le promets. » Le hall de l'hôtel de Crillon ressemblait à un palais. Lustres en cristal, colonnes de marbre, tapis rouges déroulés jusqu'à l'entrée. Des hommes en smoking et des femmes en robe de soirée sirotèrent du champagne en échangeant des mondanités. L'orchestre jouait du Debussy en sourdine. Camille descendit du taxi, la main d'Emma dans la sienne. Elle portait une robe noire simple mais élégante, cintrée à la taille, avec un décolleté discret. Ses cheveux étaient relevés en chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage. Emma, quant à elle, rayonnait dans sa robe rose poudrée à volants, ses cheveux bruns coiffés en 2 tresses. « Maman, c'est magnifique !» s'exclama Emma en levant les yeux vers les lustres. « Oui, ma chérie, mais reste près de moi, d'accord ?» Elles entrèrent dans le grand salon où se tenait la réception. Camille sentit les regards se tourner vers elle. Certains la reconnurent, l'architecte lyonnaise dont tout le monde parlait. D'autres fixaient simplement cette femme élégante accompagnée d'une petite fille, ce qui était inhabituel dans ce genre d'événement. Camille prit un verre de champagne, salua quelques connaissances, échangea des cartes de visite. Emma, fascinée, observait tout avec de grands yeux. Et puis, elle le vit. Alexandre Dumas se tenait près de la grande baie vitrée donnant sur la place de la Concorde, un verre à la main, en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs. Il portait un smoking noir impeccable, les cheveux légèrement plus longs qu'avant, une barbe de 3 jours qui lui donnait un air plus mature. Le cœur de Camille manqua un battement. Elle s'immobilisa, incapable de bouger. 5 ans. 5 ans qu'elle ne l'avait pas vu. 5 ans qu'elle avait essayé de l'oublier. Comme s'il avait senti son regard, Alexandre tourna la tête. Leurs yeux se croisèrent. Le temps s'arrêta. Alexandre pâlit. Son verre faillit lui échapper des mains. Il balbutia quelque chose à ses interlocuteurs, les quitta brusquement et s'avança vers elle comme hypnotisé. Mais ce n'était pas Camille qu'il fixait. C'était Emma. La petite fille, accrochée à la main de sa mère, leva les yeux vers cet homme grand et élégant qui s'approchait. Elle sourit innocemment. « Bonjour, monsieur. » Alexandre s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La ressemblance était troublante, déchirante. Emma avait ses yeux noirs, son front haut, son menton volontaire. C'était comme se regarder dans un miroir déformé par le temps. Camille resserra instinctivement sa main autour de celle d'Emma. « Alexandre, » dit-elle d'une voix glaciale, « Camille, je ne savais pas que tu serais là. Pourquoi l'aurais-tu su ?»
Nous ne nous parlons plus depuis 5 ans. Le ton était sec, coupant. Alexandre encaissa le coup. Est-ce que c'est ma fille, Emma? Il baissa les yeux vers l'enfant qui le regardait avec curiosité. Bonjour Emma, murmura-t-il. Tu connais ma maman? Demanda-t-elle innocemment. Alexandre ne sut pas quoi répondre. Camille intervint rapidement. Nous étions amis il y a longtemps. Viens, Emma. On doit y aller. Elle s'apprêtait à partir, mais Alexandre lui saisit doucement le bras. Camille, attends. S'il te plaît. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Si, il y a tout à dire. Elle le fixa droit dans les yeux, et il vit dans son regard toute la douleur, toute la colère, toute la trahison qu'il lui avait infligée. Tu as abandonné ta fille avant même qu'elle naisse, Alexandre. Tu ne lui as jamais envoyé un message, un cadeau, un signe de vie. Tu ne sais rien d'elle. Tu ne mérites rien d'elle. Je sais, et je vis avec ça chaque jour. Tant mieux. J'espère que ça te hante. Elle tourna les talons et s'éloigna, emmenant Emma avec elle. Alexandre resta planté là, au milieu de la foule brillante, le cœur en lambeaux. Le lendemain matin, Camille reçut un message. Un numéro qu'elle n'avait jamais effacé, même après toutes ces années. « Je t'en prie, Camille, accorde-moi 1 heure. Juste 1 heure, pas pour moi, pour Emma. » Ah. Elle fixa l'écran, le cœur battant. Emma jouait dans la chambre d'hôtel, dessinant la tour Eiffel avec ses crayons de couleur. Elle aurait dû refuser. Elle aurait dû bloquer le numéro, rentrer à Lyon et oublier cette rencontre. Mais quelque chose en elle, une curiosité morbide, ou peut-être un besoin de clôture, la poussa à répondre. Jardin du Luxembourg, 15 heures, Emma ne viendra pas. Elle confia Emma à une amie architecte qui vivait à Paris, inventa une excuse professionnelle et se rendit au jardin. Alexandre était déjà là, assis sur un banc près du bassin octogonal. Il portait un jean et un pull en cachemire gris, les mains enfoncées dans les poches. Il avait l'air épuisé. Camille s'assit à l'autre extrémité du banc, gardant ses distances. « Tu as 1 heure. » Alexandre inspira profondément. « Merci d'être venu. Ne me remercie pas. Je ne suis pas là pour toi. Je sais. Tu es là pour Emma. » Un silence pesant s'installa. Des enfants jouaient près du bassin, poussant des bateaux miniatures avec des bâtons. Camille les observa, le cœur serré. « Pourquoi maintenant, Alexandre? Pourquoi, après 5 ans, tu veux soudainement jouer au père? Parce que je t'ai vu hier, parce que j'ai vu Emma, et que je me suis rendu compte que j'avais tout raté. Tu t'en rends compte maintenant? Après 5 ans? » Il se tourna vers elle, les yeux rougis. « Je m'en rends compte depuis le premier jour, Camille. Depuis le jour où tu m'as annoncé ta grossesse. Je me suis trompé, j'ai eu peur, j'ai choisi la mauvaise voie. Tu m'as demandé d'avorter. Je sais. Tu m'as abandonné, je sais. Tu as laissé ta fille grandir sans père. Tu ne l'as jamais appelée, jamais vue. Tu as même refusé de payer une pension alimentaire jusqu'à ce que mon avocat te poursuive. » Alexandre baissa la tête, accablé. « Je sais, et rien de ce que je dirai ne pourra effacer ça. » Camille sentit les larmes monter, mais elle refusa de pleurer devant lui. « Tu sais ce qui me brise le cœur, Alexandre? Ce n'est pas que tu m'aies quitté. C'est que tu aies rejeté Emma avant même de la connaître. Elle ne t'avait rien fait. Elle était innocente, et tu l'as condamnée à grandir sans père. Je sais, répéta-t-il, la voix brisée, et je porterai cette faute toute ma vie. Alors pourquoi es-tu là? Pour te racheter? Pour apaiser ta conscience? Non. Je suis là parce que j'ai vu cette petite fille hier, et que quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose que j'avais enterré depuis 5 ans. Je veux connaître ma fille, Camille. Je veux être là pour elle. Elle n'a pas besoin de toi, elle a vécu 5 ans sans toi, elle est heureuse. Je sais, et je ne demande pas à prendre ta place, je demande juste une chance. Une seule. Camille le fixa longuement. Emma me demande parfois où est son papa. Et tu sais ce que je lui réponds? Que son papa ne pouvait pas être là, que ce n'était pas de sa faute, que parfois les adultes font des erreurs. Mais un jour, elle grandira, elle comprendra, et elle te jugera. Pas moi, elle. Alexandre hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis prêt à être jugé. Camille se leva. Je vais y réfléchir. Mais si je décide de te laisser la voir, ce sera à mes conditions. Tu respecteras mes règles. Tu ne la décevras pas. Parce que si tu lui fais du mal, Alexandre, je te le jure, tu ne la reverras plus jamais. Je comprends. Elle s'apprêtait à partir, puis se retourna une dernière fois. Et pour ton information, elle s'appelle Emma Rose Morel, pas Dumas. Elle porte mon nom.
Parce que c'est moi qui l'ai élevé. Et elle partit, laissant Alexandre seul sur le banc, écrasé par le poids de ses erreurs. 3 jours plus tard, Camille accepta qu'Alexandre voie Emma, mais sous strictes conditions, une rencontre supervisée, dans un lieu public avec Camille présente à tout moment. Ils se retrouvèrent dans un parc du 15e arrondissement, un dimanche après-midi ensoleillé. Emma portait une salopette en jean et des baskets roses, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle sautillait autour de Camille, excitée. « Maman, c'est qui le monsieur qu'on va voir ?» Camille s'agenouilla à sa hauteur. « C'est quelqu'un d'important, ma chérie, quelqu'un qui aimerait te connaître. Il est gentil ?»« Je pense, oui. » Alexandre apparut au loin, marchant lentement vers elle. Il portait un jean, une chemise blanche et une veste en cuir. Dans ses mains, un paquet mal emballé. Emma le regarda approcher avec curiosité. « Bonjour Emma, dit-il doucement en s'accroupissant à son niveau. « Bonjour monsieur, tu peux m'appeler Alexandre. C'est un joli nom, comme Alexandre le Grand. On a lu un livre sur lui à l'école. » Alexandre sourit, touché par l'innocence de la petite. « Oui, comme Alexandre le Grand, mais moi je ne suis pas si grand que ça. » Emma rit. Alexandre lui tendit le paquet. « Tiens, c'est pour toi. » Elle regarda sa mère qui hocha la tête. Emma ouvrit le paquet avec enthousiasme. À l'intérieur, une boîte de crayons de couleur professionnelle et un carnet à dessin. « Oh, c'est trop beau. Merci Alexandre. Ta maman m'a dit que tu aimais dessiner. »« Oui, je dessine des maisons, comme maman. Et aussi des animaux. Et des princesses. Tu me montreras ?»« D'accord. » Ils s'installèrent sur une couverture et Emma se mit à dessiner. Alexandre la regardait, fasciné, comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Camille, assise à quelques mètres, observait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. « Dis, Alexandre, » demanda soudain Emma, « pourquoi tu connais ma maman ?» Alexandre hésita, lançant un regard à Camille. « On était amis, il y a longtemps. Vous vous êtes disputés ? » ?»« Oui, et j'ai fait des bêtises. » Emma hocha la tête, l'air sérieux. « Moi aussi, je fais des bêtises parfois. Mais après, je m'excuse. Et maman me pardonne. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. « Tu as de la chance d'avoir une maman comme elle. »« Oui, elle est la meilleure maman du monde. » Il leva les yeux vers Camille. Elle détourna le regard, refusant de croiser le sien. Ils restèrent 2 heures dans le parc. Emma parla sans arrêt, raconta ses histoires d'école, montra ses dessins, posa 1000 questions. Alexandre répondait avec une patience infinie, buvant chacune de ses paroles. Quand vint l'heure de partir, Emma lui fit un câlin spontané. « Tu peux revenir ? J'ai aimé jouer avec toi. » Alexandre sentit les larmes monter. « Si ta maman est d'accord. » Emma se tourna vers Camille avec des yeux suppliants. « Maman, s'il te plaît. » Camille soupira. « On verra, ma chérie. » Les semaines suivantes, Alexandre et Emma se virent régulièrement, toujours sous la surveillance de Camille. Ils allaient au musée, au zoo, au cinéma. Emma s'attachait de plus en plus à lui, et cela terrifiait Camille. Un soir, alors qu'Alexandre raccompagnait Emma et Camille à leur hôtel, Emma posa la question que Camille redoutait. « Dis, maman, Alexandre, c'est qui pour nous ?» Camille se figea. Alexandre aussi. « Que veux-tu dire, ma chérie? Pourquoi il passe autant de temps avec nous? Pourquoi il me ressemble? La maîtresse a dit que quand les enfants ressemblent à quelqu'un, c'est qu'ils sont de la même famille. » Camille sentit son cœur s'emballer. Elle lança un regard à Alexandre, qui semblait pétrifié. « Emma, viens t'asseoir, dit-elle doucement. » Elles s'assirent, toutes les deux sur un banc. Alexandre resta debout, les mains tremblantes. « Ma chérie, tu sais que certains enfants ont un papa et une maman qui vivent ensemble, et d'autres ont un papa et une maman qui ne vivent pas ensemble. Comme Léa à l'école. Oui, comme Léa. Eh bien, Alexandre, c'est ton papa. » Emma écarquilla les yeux. « Mon papa ? » ?»« Oui. » La petite fille regarda Alexandre, puis sa mère, puis Alexandre de nouveau. « Mais pourquoi il n'était pas là avant ?» Camille chercha ses mots, la gorge nouée. « Parce que parfois, les adultes font des erreurs, des grosses erreurs. Ton papa a fait une erreur. Il n'a pas été là quand tu étais bébé. Pourquoi ?» Alexandre s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « Parce que j'ai eu peur, Emma. J'ai eu peur de ne pas être un bon papa. Alors j'ai fait quelque chose de très mal. Je suis parti, et je regrette tellement, tellement, ma chérie. » Emma le fixa intensément. « Mais maintenant tu es là ? » ?»« Oui, si tu veux de moi. »« Tu vas repartir ? » ?»« Non, plus jamais.
Je te le promets. Emma resta silencieuse un long moment. Puis, doucement, elle tendit sa petite main vers lui. D'accord, mais tu dois promettre que tu ne me laisseras plus jamais. Alexandre prit sa main dans la sienne, incapable de retenir ses larmes. Je te le promets, Emma. Je te le promets. Camille détourna le regard, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Le retour à Lyon fut étrange. Emma ne parlait que d'Alexandre. Papa a dit que... Papa m'a montré... Quand est-ce que je reverrai papa? Chaque phrase plantait une épine dans le cœur de Camille. Elle était heureuse pour sa fille. Vraiment. Voir Emma rayonner, voir son sourire s'élargir quand Alexandre l'appelait en visio, c'était magnifique. Mais c'était aussi douloureux, parce que cela réveillait tout ce qu'elle avait enfoui. La trahison, l'abandon, les nuits passées seule à bercer un bébé qui pleurait, les factures qu'elle n'arrivait pas à payer, la honte d'être jugée. Alexandre avait tout raté. Et maintenant, il récoltait l'amour de sa fille comme si c'était son dû. Un soir, après avoir couché Emma, Camille s'effondra sur le canapé, épuisée. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Merci de me donner cette chance. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je te promets de ne jamais te décevoir. Ni toi, ni elle. » Elle fixa l'écran longtemps sans répondre. Que pouvait-elle dire? De rien? J'espère. Rien ne semblait approprié. Finalement, elle éteignit le téléphone et se servit un verre de vin. Elle avait besoin de silence. Mais le silence ne venait pas. Parce qu'au fond d'elle, une petite voix murmurait des questions qu'elle refusait d'entendre. Et si tu lui pardonnais? Et si vous recommenciez? Et si Emma pouvait avoir une vraie famille? Non, c'était impossible. Alexandre l'avait brisé. Il avait détruit ce qu'ils avaient reconstruit. On ne reconstruisait pas sur des ruines. Pourtant, une partie d'elle, une partie qu'elle détestait, se souvenait encore de l'homme qu'il avait été. Celui qui l'écoutait parler pendant des heures, qui l'embrassait sous la pluie, qui la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Elle secoua la tête, chassa ses pensées et partit se coucher. Alexandre ne dormait plus. Chaque nuit, les mêmes images tournaient en boucle dans son esprit. Camille, seule dans une salle d'accouchement. Emma, nouveau-née, dans les bras d'une mère épuisée qui n'avait personne pour l'aider. Les premières années de sa fille, qu'il avait ratées. Ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école. Il avait tout manqué. Et ce n'était pas la faute du destin, ni des circonstances, ni de son père. C'était sa faute, à lui seul. Il essayait de se racheter. Il appelait Emma tous les soirs, lui envoyait des cadeaux, organisait des week-ends à Paris. Mais chaque fois qu'il raccrochait, le vide revenait. Parce qu'Emma était formidable, mais elle n'était pas à lui. Pas vraiment. Elle était à Camille. C'était Camille qui l'avait élevée, nourrie, consolée, protégée. Lui n'était qu'un étranger qui essayait désespérément de rattraper 5 ans d'absence. Un matin, il se présenta au bureau de son père. Édouard Dumas, 68 ans, cheveux gris acier et regard d'acier, leva les yeux de ses dossiers avec agacement. « Quoi encore ? Je veux qu'on parle. De Camille. Et d'Emma. » Son père soupira, exaspéré. « Cette histoire n'est pas terminée. Je croyais que tu avais tourné la page. J'ai une fille, papa. Une fille de 5 ans que je n'ai jamais vue grandir. Et alors? Tu l'as reconnue légalement? Tu paies la pension. Qu'est-ce que tu veux de plus? » Alexandre serra les poings. « Je veux être son père. Vraiment. Pas juste un nom sur un papier. » Édouard se leva, contourna son bureau et vint se planter devant son fils. « Tu sais quel est ton problème, Alexandre? Tu es faible. Tu te laisses consumer par la culpabilité. Cette femme t'a eu. Elle a gardé l'enfant pour t'accrocher, pour profiter de ton argent. Tu te trompes. Camille n'a jamais rien demandé. Elle a refusé mon aide. Elle a reconstruit sa vie seule. Alors pourquoi tu t'acharnes? Laisse tomber. Tu ne peux pas réparer le passé. » Alexandre le fixa droit dans les yeux. « Peut-être, mais je peux construire l'avenir. Et si ça te déplaît, tant pis. Pour la première fois de ma vie, je fais ce que je veux. Pas ce que tu attends de moi. » Il tourna les talons et quitta le bureau sans se retourner. Ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il cessa d'attendre l'approbation de son père. Il cessa de chercher des excuses. Il assuma. Camille recevait de plus en plus de commandes. Son succès à Paris avait attiré l'attention de promoteurs, d'investisseurs, de collectivités locales. On lui proposait des projets ambitieux, des écoquartiers, des résidences intergénérationnelles, des bâtiments à énergie positive. Mais elle manquait de moyens. Son agence était petite.
ses ressources limitées. Pour concrétiser ses idées, elle aurait besoin de financements importants. Un après-midi de janvier, Alexandre débarqua à Lyon sans prévenir. Il se présenta à son agence, un petit local lumineux du quartier de la Guillotière, avec des plans étalés partout et une équipe de 3 personnes débordées. Camille leva les yeux de son écran surprise. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais là ? J'avais besoin de te voir, de te parler, pas en tant que père d'Emma, en tant que professionnel. » Elle fronça les sourcils, méfiante. « Professionnel ?» Il posa une pochette cartonnée sur son bureau. « J'ai vu ton projet de réhabilitation du quartier de la Confluence. C'est brillant, vraiment, mais tu n'as pas les fonds pour le réaliser. Et je veux financer ton projet. » Camille se raidit. « Non, Camille, non Alexandre, je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas de ta pitié, je ne veux pas que tu achètes ta place dans ma vie. Ce n'est pas ça, je te le jure. C'est un investissement. Mon entreprise finance des projets innovants. Le tien en fait partie. Tu signes un contrat, tu gardes le contrôle créatif total et tu reçois les fonds nécessaires. C'est tout. Pourquoi ferais-tu ça ?» Il la regarda intensément. « Parce que ton travail mérite d'exister. Parce que tu as raison, l'architecture doit servir les gens, pas l'inverse. Et parce que je veux te prouver que je ne suis pas juste un homme qui fuit ses responsabilités. » Camille resta silencieuse. Elle ouvrit la pochette, parcourut les documents. Le contrat était clair, professionnel, sans pièges apparents. « Je vais y réfléchir. Prends ton temps. » Il se leva pour partir, puis se retourna. « Camille, je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais. Et je l'accepte. Mais laisse-moi au moins t'aider à réaliser tes rêves, même si je ne fais plus partie des tiens. » Et il partit, laissant Camille seule avec ses doutes. 3 jours plus tard, Camille accepta la proposition. Pas pour Alexandre, pas pour elle, mais pour son équipe, pour ses projets, pour toutes les familles qui bénéficieraient de logements dignes et écologiques. Les travaux commencèrent en février. Le projet portait sur la transformation d'une ancienne usine textile en complexe résidentiel et culturel, 150 logements sociaux, un théâtre associatif, des jardins partagés, une crèche municipale. Alexandre venait régulièrement sur le chantier. Pas pour superviser, il respectait l'autonomie de Camille, mais pour comprendre, apprendre, voir naître ce projet qu'elle avait imaginé. Emma, elle, adorait les visites au chantier. Elle portait un petit casque rose, offert par les ouvriers, et posait 1000 questions. Alexandre l'accompagnait souvent et Camille voyait leur complicité grandir jour après jour. Un samedi après-midi, alors qu'ils visitaient le chantier tous les 3, Emma courut en avant pour admirer les façades végétalisées en cours d'installation. Camille et Alexandre restèrent en retrait, marchant lentement côte à côte. « Elle est incroyable, » dit Alexandre doucement. « Curieuse, intelligente, drôle. Comme toi. » Camille ne répondit pas. « Tu as fait un travail extraordinaire, Camille. L'élever seule, construire ta carrière, rester debout malgré tout. Je ne sais pas comment tu as fait. Je n'avais pas le choix. Si, tu aurais pu m'en vouloir, me haïr, élever Emma dans la rancœur, mais tu ne l'as pas fait. Tu lui as parlé de moi sans me diaboliser. Tu lui as laissé la porte ouverte. » Camille s'arrêta, le regarda. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour elle, parce qu'elle méritait de connaître son père, même si ce père avait été lâche. » Alexandre encaissa le coup. « Tu as raison. J'ai été lâche. Et je le serai toute ma vie. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ces 5 ans sans vous, c'était l'enfer. J'ai tout essayé pour oublier. D'autres femmes, le travail, les voyages, rien ne marchait. Parce que tu étais partout, dans chaque rue de Paris, dans chaque café, dans chaque coucher de soleil. Alexandre, ne fais pas ça. Quoi? Ne me refais pas croire à des promesses. Je ne survivrai pas une 2e fois. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Ce ne sont pas des promesses, Camille. C'est la vérité. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais si tu me donnes une chance, une seule, je passerai le reste de ma vie à te prouver que j'ai changé. » Camille sentit les larmes monter. Elle voulait crier, le repousser, lui dire qu'il était trop tard. Mais quelque chose en elle, quelque chose de fragile et d'enfoui, se réveillait. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je comprends, mais laisse-moi essayer. » Elle détourna le regard, les joues humides. « Ça m'a passe avant tout. Si tu la blesses, c'est fini. Je ne la blesserai jamais. On verra. » Les mois qui suivirent furent étranges, tendus,
mais aussi étonnamment doux. Alexandre ne poussa jamais. Il ne demanda rien. Il était simplement là, présent, fiable. Il venait à Lyon chaque week-end. Il emmenait Emma au parc, l'aidait avec ses devoirs, lui lisait des histoires le soir. Il dînait avec Camille, discutait architecture, écoutait ses frustrations, célébrait ses victoires. Et lentement, très lentement, les murs que Camille avait érigés commencèrent à s'effriter. Un soir de mars, après avoir couché Emma, ils se retrouvèrent sur le balcon de l'appartement, un verre de vin à la main. La ville s'étendait devant eux, illuminée par les réverbères et les fenêtres des immeubles. « Tu te souviens de notre premier dîner ?» demanda Alexandre. Camille sourit malgré elle. « Au Marius, tu avais commandé du Chablis. Et toi, tu m'avais dit que j'étais responsable de tout ce qui n'allait pas dans l'immobilier. Tu l'étais. » Il rit doucement. « Je le suis toujours, probablement. Mais j'essaie de changer, grâce à toi. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Emma. Non, c'est grâce à vous deux. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment. » Camille but une gorgée de vin, réfléchissant. « Tu sais ce qui me fait le plus peur? Que tu partes, que tu te lasses. Qu'un jour tu te réveilles et que tu réalises que cette vie simple, sans luxe, sans paillettes, ne te suffit pas. » Alexandre posa son verre, se tourna vers elle. « Camille, regarde-moi. » Elle obéit. « Cette vie simple, c'est la seule qui m'ait jamais rendu heureux. Les tours de la Défense, les galas, les contrats à millions, tout ça ne vaut rien. Rien. Comparé à Emma qui rit, à toi qui souris, à un dîner tous les trois dans votre petit appartement. Tu dis ça maintenant. Mais dans 1 an, 5 ans, dans 50 ans, je dirai la même chose. » Elle sentit quelque chose céder en elle. Une digue qui craquait après des années de pression. « J'ai tellement peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi. Mais affrontons cette peur ensemble. » Il tendit la main. Lentement, prudemment, elle la prit. Et pour la première fois depuis 5 ans, Camille se laissa aller contre son épaule. Emma avait maintenant 6 ans. Elle comprenait mieux les choses, posait des questions plus complexes. Un matin, alors que Camille préparait le petit déjeuner, Emma débarqua dans la cuisine, l'air sérieux. « Maman, est-ce que papa va venir habiter avec nous ?» Camille faillit renverser le lait. « Pourquoi tu demandes ça, ma chérie ?»« Parce que Léa, à l'école, ses parents se sont remis ensemble, et maintenant son papa habite à la maison, et ils sont heureux. » Camille s'assit à côté d'elle, cherchant ses mots. « Emma, c'est compliqué. Papa et moi, on s'aime beaucoup, mais on doit prendre notre temps. » « Pourquoi ? » Parce qu'avant, papa a fait des erreurs, et j'ai eu mal. Alors maintenant, on apprend à se faire confiance de nouveau. Emma hocha la tête, puis demanda avec une innocence déchirante, « Mais tu crois qu'un jour, on sera une vraie famille ?» Camille sentit les larmes monter. « On est déjà une vraie famille, ma chérie. Que papa habite ici ou à Paris. Ouais, mais ce serait mieux s'il était là tout le temps. Comme ça, il pourrait me lire une histoire tous les soirs et te faire rire, parce que tu es plus heureuse quand il est là. » Camille la prit dans ses bras, submergée par l'émotion. « Tu es une petite fille très observatrice, tu sais. Alors, tu vas lui demander de venir ? On verra, ma chérie. On verra. » Mais ce soir-là, lorsqu'Alexandre appela, Camille lui raconta la conversation. Il y eut un long silence au bout du fil. « Elle a raison, tu sais, dit-il finalement. Tu es plus heureuse quand je suis là, et moi aussi. Alexandre, je ne te demande rien, Camille. Mais sache que si un jour tu me le demandes, je déménage à Lyon le jour même. J'abandonne Paris, mon appartement, mon bureau, tout, parce que ma vie est avec vous. » Camille ferma les yeux, le cœur battant. « Laisse-moi encore un peu de temps. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne partirai pas. » Le projet de la confluence était terminé. Mais Alexandre avait une autre proposition. Un immense projet de réhabilitation urbaine à Marseille, dans le quartier de la Joliette. Un projet qui allait transformer des friches industrielles en éco-quartier méditerranéen. Camille avait accepté. Et aujourd'hui, ils inaugurèrent la première phase. 250 logements, une bibliothèque publique, un jardin de 2 hectares. La cérémonie avait lieu en plein air, sous un soleil éclatant de septembre. Des centaines de personnes étaient présentes. Élus, architectes, futurs résidents, journalistes. Camille portait une robe blanche fluide et des sandales plates. Emma, à côté d'elle, portait une robe à fleurs et tenait fermement la main de sa mère. Alexandre, en costume clair sans cravate, se tenait légèrement en retrait. Le maire de Marseille prononça un discours, puis passa la parole à Camille.
Elle monta sur l'estrade, le cœur battant. « Bonjour à tous. Je ne suis pas très doué pour les discours, alors je vais être direct. Ce projet représente tout ce en quoi je crois. Des logements dignes, accessibles, écologiques. Des espaces où les familles peuvent grandir, où les enfants peuvent jouer, où les vieux jours se passent entourés de verdure et de vie. » Elle fit une pause, le regard porté vers l'horizon méditerranéen. « Il y a 6 ans, j'étais seule, enceinte, sans travail, sans soutien. J'aurais pu abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais une raison de me battre. » Elle baissa les yeux vers Emma qui lui souriait. « Cette raison, c'est elle, ma fille. Elle m'a appris la force, la résilience, l'amour inconditionnel. Et grâce à elle, j'ai construit non seulement ma carrière, mais aussi ma vie. » Des applaudissements éclatèrent. Emma rougit, fière. « Mais je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai une équipe formidable, des partenaires qui croient en cette vision. » Et elle chercha Alexandre du regard. Il la fixait, les yeux brillants. Et quelqu'un qui a cru en moi quand j'avais cessé d'y croire moi-même. Quelqu'un qui a fait des erreurs, qui les a assumées et qui a prouvé qu'on pouvait changer. Vraiment changer. Elle descendit de l'estrade et tendit la main à Emma. Puis, sous les regards ébahis de l'assistance, elle tendit la main à Alexandre. Il s'avança, hésitant, et prit sa main. Tous les trois, ils coupèrent le ruban inaugural ensemble. Les caméras crépitèrent. Les applaudissements redoublèrent. Mais Camille n'entendait rien. Elle ne voyait qu'Emma rayonnante, et Alexandre, qui la regardait comme s'il voyait un miracle. Après la cérémonie, ils marchèrent tous les trois dans le jardin fraîchement inauguré. Emma courait devant eux, s'arrêtant pour admirer chaque fleur, chaque arbre, chaque détail. Alexandre et Camille avançaient lentement, main dans la main. « Tu lui as dit, » murmura Alexandre, devant tout le monde. « Je sais. Pourquoi ?» Camille s'arrêta, se tourna vers lui. « Parce que Emma m'a posé une question il y a quelques mois. Elle m'a demandé si un jour on serait une vraie famille. Et je lui ai répondu qu'on l'était déjà. Mais j'ai menti. » Alexandre fronça les sourcils. « Camille, on n'était pas une vraie famille. Parce que je te tenais à distance. Parce que j'avais trop peur de souffrir à nouveau. Mais ces derniers mois, tu as été là. Vraiment là. Pas pour m'impressionner. Pas pour te racheter. Juste parce que tu nous aimes, Emma et moi. Je vous aime plus que tout. Je sais. Et je crois que je suis prête à te faire confiance. Vraiment confiance. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alexandre. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Je te dis que si tu veux toujours déménager à Lyon, l'offre tient toujours. » Il la fixa, incrédule. « Tu es sérieuse ? » ?»« Oui, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Plus de mensonges, plus de faux semblants. Si tu t'engages, c'est pour de bon. Pour Emma, pour moi, pour nous. Je te le promets. » Elle posa une main sur sa joue. « Alors bienvenue à la maison, Alexandre. » Il l'attira contre lui et l'embrassa. Doucement d'abord, puis avec toute la passion de 6 années d'absence. Camille répondit au baiser, les bras autour de son cou, le cœur enfin apaisé. « Papa, maman, venez voir !» Ils se séparèrent en riant. Emma les appelait depuis une fontaine, excitée. « On arrive, ma chérie !» cria Camille. Ils coururent à la rejoindre, main dans la main. Emma leur sauta dans les bras, et ils la soulevèrent ensemble, la faisant tourner sous le soleil de Marseille. « On est une vraie famille maintenant ?» demanda Emma. Alexandre et Camille échangèrent un regard complice. « Oui, ma chérie, » répondit Camille. « On est une vraie famille. » Emma poussa un cri de joie. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Alexandre serra Camille et Emma contre lui, le cœur débordant. « Le mien aussi, » murmura-t-il. « Le mien aussi. » Le petit appartement de Croix-Rousse avait été remplacé par une maison avec jardin dans le quartier de Montchat. Rien d'ostentatoire, juste une bâtisse bourgeoise rénovée avec goût, entourée de verdure. Emma avait 8 ans maintenant. Elle courait dans le jardin avec son nouveau chien, un golden retriever nommé Balzac. Alexandre avait démissionné de l'entreprise familiale et créé sa propre société d'investissement éthique spécialisée dans les projets d'architecture durable. Camille et lui travaillaient souvent ensemble, conciliant leurs visions, défendant les mêmes valeurs. Un dimanche matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner en famille, Emma posa une tartine beurrée et demanda innocemment « Papa, maman, est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Alexandre faillit s'étouffer avec son café. Camille éclata de rire.
Pourquoi tu demandes ça? Parce que Léa va avoir un petit frère, et Mathis aussi. Et moi je serai trop une bonne grande sœur. Camille et Alexandre échangèrent un regard amusé. On verra, ma chérie, dit Camille. On verra. Emma soupira, dramatique. Vous dites toujours ça. Alexandre la prit dans ses bras, la faisant tournoyer. Mais cette fois, c'est un « on verra » qui veut dire oui. Emma hurla de joie. Camille rit aux éclats. Et dans cette maison baignée de soleil, avec les rires d'Emma résonnant dans le jardin et Balzac aboyant joyeusement, ils surent qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Pas le bonheur parfait, pas l'amour de conte de fées, mais le bonheur vrai, construit sur des erreurs assumées, des pardons difficiles, des promesses tenues, une seconde chance, méritée, protégée, chérie. Marseille, 2 ans plus tôt, juste après l'inauguration. Alors qu'ils quittèrent le jardin, Emma, entre eux deux, Alexandre murmura à Camille « Merci. De quoi? De m'avoir pardonné, de m'avoir donné une chance, de croire encore en moi. » Camille serra sa main. « Ne me remercie pas, mérite-le, chaque jour, pour le reste de ta vie. C'est exactement ce que je compte faire. » Et sous le ciel méditerranéen, avec le parfum des jasmins dans l'air et le rire d'Emma flottant autour d'eux, ils surent que ce n'était pas une fin, c'était un commencement.